Ok, je suis John Allor, nous sommes Québec-Sic et aujourd'hui Tracy va vous parler de SICO, ici à Québec-Sic. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing. On sait bien que le Québec aime leur commission d'enquête parlementaire. Vous avez sûrement entendu de la commission Vien en 2019, la commission Charbonneau en 2015 et la commission Poitras en 1999. John en parle long et large et la commission Poitras. C'est une enquête parlementaire au sujet de la Sûreté du Québec et vous pouvez écouter ou lire à ce sujet sur le podcast Who Killed Teresa, en plus du site web teresaallard.com. Aujourd'hui, nous allons parler de SECO. SECO était la commission d'enquête sur le crime organisé qui a été mis sur place sous le premier ministre libéral Robert Bourassa en 1972. SECO avait pour objectif le démantèlement des réseaux de drogue, de jeux et de prostitution au Québec, ciblant notamment la mafia italienne. Le mandat initial de la commission n'a duré que 3 ans, mais ce mandat a été prolongé 12 fois. 10 de ces prolongations à la demande du ministre de la Justice du Parti québécois, Marc-André Bédard. Et le SECO a survécu jusque dans les années 1980. SECO n'était destiné qu'à s'attaquer aux échelons supérieurs du pouvoir de la mafia, en évitant les opérations au niveau de la rue. Mais le gouvernement a rapidement enfreint ses propres règles et a commencé à pousser et à sonder les affaires de tout le monde. Un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie. Veut pas, c'est vraiment un discours puis un sujet qui a divisé la province, selon moi. Alors, au début, les audiences du comité se sont penchées sur le monde du jeu et les initiatives d'écoute électronique comme l'opération Vegas. Dans les années 80, il avait le nez fourré dans la corruption de l'industrie de la fourrure, de la corruption dans la commission des alcools et les scandales de la viande contaminée. Le patron du barreau du Québec a plaisanté. Tout gang de clochards, bums, est considéré comme du crime organisé. Du très bon travail a été fait. Les commissaires, dont Denis Dionne, le coroner qui a déclaré les agents de police criminellement responsables dans l'affaire du massacre de Rock Forest, ont tenu des comptes de mafiosos comme Paolo Violi et Vincent Controni, quotidiennement et en direct à la radio et à la télévision du Québec. M10-4, Claude Poirier de CKVL, était une présence constante. La commission a enquêté sur le clan Dubois, 9 frères avec une opération criminelle de 200 personnes dans le quartier Saint-Henri de Montréal. Il est à noter que SECO opérait sous l'assistance de la Sûreté du Québec avec ses bureaux situés aux étages supérieurs du siège social de la SQ sur la rue Partenay au centre-ville de Montréal. On va se concentrer sur un rapport de SECO publié en 1980 et intitulé Les bandes de motards au Québec. Puis je vais vous dire maintenant qu'un motard, c'est un mot que il est pas facile à dire, je devrais dire. Alors, ce rapport nous dit ce que le gouvernement connaissait des gangs de motards dans les années 70 ou ce qu'il pensait savoir. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'au cours de la décennie des années 70, la police a sous-estimé la menace des gangs de motards. Le gouvernement du Québec a incubé leur croissance en fournissant une aide gouvernementale
à travers des projets comme l'expérience AMUQ. À la fin de la décennie, les gangs de motards étaient devenus une menace si grave que Marc-André Bédard a jugé nécessaire de les étudier. Oui, je répète. Alors, le rapport Les bandes des motards au Québec est divisé en 2 sections. La première partie porte sur les gangs de motards dans plusieurs régions ciblées où la commission a tenu des séances de réflexion et des audiences. Le port de Saint-Pierre, Sept-Îles, Mont-Joli, Saint-Gideon, Sherbrooke, Asbestos et Danville. Les 3 dernières, c'est des belles petites villes et villages de l'Estrie, dans la belle région des cantons de l'Est. La deuxième partie est davantage une étude sociologique où la commission a mené des entretiens avec divers acteurs du monde du motard. Le rapport se termine par quelques recommandations. Nous allons y revenir un peu plus tard. Le rapport commence par la simple question: qui sont-ils ces motards? Ces bandes de jeunes incompris, méconnus, qui aiment s'amuser et qui sont passés du trafic de drogue et de prostituées dans la rue à l'acquisition d'actifs substantiels comme des véhicules à 1 000 $ et des étendues immobilières. SECO répond alors à cette question. Pour tout dire, certains clubs de motards, notamment ceux dont il sera question dans ce rapport, sont des bandes de fainéants, des parasites sans foi ni loi, de drogués, de diminués et de contaminés. Ils n'ont aucun but légitime ni ambition, ils n'attendent rien dans la vie en société et n'ont rien à offrir aux autres. Ils sont violents et dangereux pour leur entourage et pour eux-mêmes. Ce qui en fait un milieu de crime organisé plus dangereux encore que la mafia ou d'autres groupes de criminels organisés qui ont été identifiés par le passé. Et donc, les activités criminelles permanentes consistent dans le meurtre, le trafic de stupéfiants et le trafic des armes offensives, le vol et la revente d'automobiles et de motocyclettes, l'assaut, le viol et l'intimidation. En effet, ces gangs sont bien structurés et leurs membres nous sont apparus comme des trafiquants majeurs de drogue et d'armes offensives. C'est de là qu'ils tirent la plupart de leurs moyens de subsistance ainsi que le capital nécessaire pour acquérir des bâtiments et des motos très chers. Alors, l'introduction du rapport continue. Le nombre de crimes dont ils se sont rendus coupables, les orgies sexuelles dont des jeunes filles parfois mineures sont victimes, leurs vêtements malpropres, les ceintures de lourd métal, les couteaux, les chaînes et les écussons de métal qu'ils portent, leurs séances secrètes d'initiation leur ont valu l'admiration et la crainte des autres. Mais il faut garder à l'esprit que toute cette mise en scène n'est qu'une façade pour dissimuler des organisations criminelles bien rodées dont les activités sont fort lucratives. L'introduction se termine par ce récit du motard typique. Et il est révélateur parce que bien qu'il ne s'adresse pas spécifiquement à Lennoxville, il donne un compte-rendu précis de la façon dont les drogues pourraient prendre contrôle d'une école secondaire comme Alexander Galt High School ou d'un cégep comme le Collège Champlain et l'Université Bishop. Comment le crime organisé pourrait coexister avec des propriétaires apparemment honnêtes, des entreprises locales dans une petite ville collégiale endormie? Faut-il le rappeler, la rencontre avec un motard de 22 ans, physiquement bâti comme un déménageur de piano, qui reçoit un chèque d'assistance sociale de 417 $ par mois sous prétexte que des crises occasionnelles d'asthme l'empêchent d'exercer un emploi et qui nous avoue qu'en réalité, il mène une vie très confortable
parce qu'il est un grossiste de drogue revendu aux adolescents dans les écoles secondaires et les cégeps. Le rapport dit que c'est une expérience que nous avons vécue et qui devait être le lancement d'un effort collectif d'élimination de ces groupes inutiles et nuisibles. Alors, on s'entend, c'est les groupes de motards. Alors, on peut lire ça dans les bandes de motards au Québec, écrit en 1980. Alors, pour le cœur du rapport, alors nous allons y revenir à un autre moment. Pour l'instant, je veux passer à la conclusion du rapport et à la dispersion de certaines des remarques finales. Les Outlaws et les Hells Angels sont sans doute les clubs les plus puissants du continent nord-américain et probablement dans le monde. Les Hells ont leur quartier général à Oakland, en Californie. Les Outlaws sont installés à Chicago, en Illinois, comme le montrent les organigrammes annexés. Au cours des années 1970, nous avons vu les Hells Angels et les Outlaws mener une campagne intensive pour fusionner les autres clubs de motards en vue d'exercer une entreprise territoriale toujours plus grande et de réaliser des profits substantiels. Dans le trafic de drogue, la prostitution, la contrefaçon et d'autres délits connexes. Plusieurs membres de ces gangs investissent désormais leurs bénéfices dans des commerces légitimes, comme restaurants, magasins, immeubles, etc. Dans les chapitres suivants, nous rapportons les principaux incidents et les activités des motards dans chacune des régions visitées lors de cette enquête. L'évidence nous montre l'évolution des motards. Les jeunes turbulents sont passés au crime organisé. Les clubs faibles se rallient aux plus forts quand ils ne sont pas dévorés par eux. Lucre gagne grâce aux stupéfiants. Les motards se livrent à toutes sortes d'activités criminelles à condition que cela soit payant. Nous assistons en fait à une restructuration des clubs qui les rendra plus puissants et plus insaisissables. Au Québec, il existe 14 clubs de motards à tendance criminelle qu'il ne faut pas confondre avec une majorité de sportifs honnêtes. On sait que dans la province d'Ontario, les Outlaws ont récemment allié les deux clubs les plus puissants de Toronto, les Vagabonds et les Paradiddge. Ils ont repris le Satan's Choice, le Last Chance, le Iron Hogs, ainsi que le Queen's Men et le Lobos de la région de Windsor, Ontario. Ce phénomène d'annexion commence également à se faire sentir au Québec. Les Hells absorbent les Popeyes de Montréal et s'associent aux Maraudeurs d'Asbestos, aux Missiles du Lac-Saint-Jean et aux Sex Fox de Chibougamau. Quant aux Outlaws dans le Québec, ils avaient déjà absorbé les Satan's Choice de Montréal et ils ont réussi récemment à s'affilier aux Nomades de Valleyfield. Les femmes sont malmenées dans les clubs de motards. Après une première randonnée en moto, la jeune fille est exploitée comme un objet, comme une chose. Elle appartient à un membre ou à tous les membres du club. Tôt ou tard, elle subira des sévices. Plusieurs travaillent comme danseuses tout en retirant de l'assistance sociale, donc elles font profiter les motards. Elles deviennent souvent des prostituées. Puis ça, je veux juste vous rappeler que c'est du langage du rapport de l'enquête sur le SECO. Alors, c'était une étude sociologique, là, comme je peux voir, c'était la majorité de la deuxième partie. Alors, c'est pas le langage que nous, on utilise, c'est vraiment le langage qui est utilisé. Alors, c'est pas nouveau. On sait que les femmes et les autres minorités, toutes les minorités, c'est toujours été une section de la population qui était sacrifiable. Je pense que c'est ça qu'on a écrit ou on a dit dans
dans le dernier podcast. Alors, pour beaucoup de nous, tout cela semblera être de vieilles nouvelles, typiques même. Pour nous, il est étonnant que dès 1979, le gouvernement du Québec comprenait parfaitement le problème et ne voyait toujours pas la nécessité d'absorber la crise par des actions sérieuses. Et cela est clair lorsque nous nous tournons vers la recommandation du SECO. Alors, attachez vos tics. Nous recommandons aux directeurs des corps de police municipaux de s'inspirer des méthodes employées par les autorités de la Ville de Québec et de son corps de police pour éliminer la présence gênante et bruyante des motards parmi la population locale et touristique du Vieux-Québec à l'intérieur des limites de ce territoire. Le service de police de la Ville de Québec applique aussi pour toute sa saison estivale un programme de patrouille à pied qui occupe de 2 à 6 policiers en soirée selon l'importance des foules prévisibles. Les instructions données aux policiers qui exécutent cette patrouille et l'équipement dont ils sont pourvus devraient, en accord avec les autorités du corps de police de la Ville de Québec, qui méritent qu'on souligne leurs efforts et leurs succès dans le domaine, faire l'objet de vérifications sur l'initiative des corps policiers qui ont à intervenir pour réprimer les frasques des motards afin d'appliquer chez eux le fruit d'une expérience profitable et fertile en résultat. On peut tout lire ça encore dans les bandes de motards au Québec 1980. Alors, c'est pas une blague, c'est tout. À la perspective de gangs de motards envahissant totalement la société et dépassant les transactions commerciales, gouvernementales et immobilières, le gouvernement du Québec a recommandé une augmentation des patrouilles à pied. Des patrouilles à pied. Et je suppose une ordonnance sur la réduction du bruit. On sait aujourd'hui qu'il y a une ordonnance sur les bruits. On sait que les motos se font arrêter à tout bout de champ pour le code routier, etc. Alors, une patrouille à pied, puis des ordonnances sur la réduction du bruit, c'est un peu comme mettre un pansement sur une hémorragie. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Laissez vos commentaires, suivez-nous sur nos autres plateformes. Je suis Tracy Wing. Ça, c'est SICO, Québec-SIC. Si vous possédez des informations pouvant aider à élucider des crimes, communiquez avec le Centre d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Merci pour aujourd'hui. C'est Québec-SIC. Je suis John Allor. Passez une bonne journée.